Pendant l'été caniculaire de 1942, le monde observait, stupéfait, la machine de guerre allemande progresser comme un rouleau compresseur sur l'immensité de l'Union soviétique. C'était l'apogée de l'opération Barbarossa et la Wehrmacht, avec ses chars rugissants et ses divisions marchant à l'unisson, semblait invincible. La poussière rouge de la steppe russe s'élevait vers le ciel, se mêlant à l'odeur de sueur et de poudre, tandis que les colonnes d'acier et de chair s'enfonçaient au cœur de la Russie, vers un destin que peu pouvaient anticiper. La confiance allemande était palpable, presque arrogante. Chaque victoire écrasante renforçait la conviction inébranlable en une victoire rapide, en la supériorité de leur technologie et en l'invincibilité de leurs armées. Leurs équipements étaient de pointe, leurs tactiques révolutionnaires. Et au milieu de cette ostentation de pouvoir, il y avait un détail qui devenait souvent une plaisanterie parmi les soldats du Reich, les radios soviétiques, des appareils rudimentaires, bon marché, qui semblaient être des antiquités à côté de la sophistication allemande. Qui aurait pu imaginer que ces jouets soviétiques seraient bientôt la voie d'une catastrophe? L'atmosphère était tendue, une menace silencieuse planait sur les champs de bataille, invisible aux yeux confiants des envahisseurs. Derrière l'apparente invincibilité allemande, un revirement impensable se préparait, un plan massif et secret qui allait bientôt commencer à se dérouler, transformant l'optimisme en une terreur glaciale. Préparez-vous à assister à la fureur d'une tempête inattendue, une qui changerait à jamais le cours de l'histoire. Abonnez-vous maintenant et rejoignez notre communauté d'explorateurs du passé pour percer les secrets de la Seconde Guerre mondiale comme jamais auparavant. L'avancée implacable des forces allemandes vers l'Est était une démonstration brutale de puissance. Jour après jour, kilomètre après kilomètre, les victoires s'accumulaient, écrasant la résistance soviétique et capturant de vastes territoires. La Blitzkrieg, la guerre éclair, était la mélodie de la marche triomphale, avec le son métallique des chars et le fracas de l'artillerie résonnant à travers la steppe. La confiance des commandants et des soldats allemands était inébranlable. Ils étaient l'avant-garde d'un empire en expansion, et rien ne semblait pouvoir les arrêter. Ils arrivèrent aux abords de Stalingrad, une ville industrielle vitale sur les rives de la Volga, un symbole de résistance et le prochain objectif sur la route de la victoire. La ville, pour eux, n'était qu'un point de plus sur la carte, un obstacle à surmonter avant l'effondrement final de l'Union soviétique. Mais Stalingrad ne serait pas comme les autres. Là, la résistance soviétique allait s'intensifier d'une manière qui défierait toutes les attentes allemandes, transformant la bataille en un moulin à viande urbain, une lutte brutale et désespérée pour chaque rue, chaque immeuble, chaque mètre de décombre. Tandis que les combats frontaux s'intensifiaient et que l'hiver rigoureux, un ennemi implacable et silencieux, commençait à se manifester, gelant l'air et les espoirs, quelque chose d'autre se jouait. Les Allemands étaient concentrés sur la férocité du combat direct, sur la conquête mètre par mètre, mais en coulisses, les radios bon marché soviétiques, celles-là même qui étaient un sujet de moquerie, coordonnaient silencieusement un plan massif et secret. Un plan qui transformerait l'optimisme initial allemand en un doute croissant, puis en un désespoir accablant. Chaque jour qui passait, le théâtre de Stalingrad se convertissait en un enfer gelé, avec la neige commençant à couvrir les ruines et le vent glacial fouettant les soldats épuisés. Cet optimisme initial de la Wehrmacht, alimenté par les victoires et la croyance en la supériorité, commençait à se dissoudre face à une résistance tenace et à un hiver qui s'annonçait brutal. Une tempête était à l'horizon, non seulement de neige et de glace, mais d'acier et de feu, une qui allait à jamais modifier le cours de la guerre et le destin de millions de personnes. Le son de l'artillerie et l'écho des tirs de fusil se mêlaient au hurlement du vent, un sombre chœur qui annonçait ce qui allait arriver. Et alors, la tempête promise s'abattit. Ce n'était pas seulement de la neige et de la glace, mais une fureur d'acier et de béton qui transforma Stalingrad en un enfer sur terre. La ville, autrefois un centre industriel vibrant, devint un labyrinthe de ruines, où chaque rue, chaque immeuble était un champ de bataille brutal. Les combats n'étaient plus livrés en rase campagne, avec la Blitzkrieg allemande balayant tout sur son passage. Maintenant, la guerre se traînait à l'intérieur des maisons, des usines et des caves, au corps à corps, mètre par mètre. L'air épais était un mélange nauséabond de poussière de briques, de fumée d'explosifs et de l'odeur métallique et aigre-douce du sang. Le son était assourdissant. Le fracas constant de l'artillerie,
le crépitement incessant des mitrailleuses, le cri aigu des grenades explosant, et sous tout cela, les hurlements de douleur et de désespoir. Les soldats allemands, habitués à la supériorité de leurs tactiques et équipements, se retrouvèrent piégés dans un cauchemar urbain, où la visibilité était minimale et l'ennemi pouvait surgir de n'importe quel décombre, de n'importe quel trou dans le mur. Pour les Soviétiques, Stalingrad n'était pas seulement une ville, c'était un symbole, un point d'honneur qui ne pouvait être cédé. L'ordre était clair, pas un pas en arrière. À chaque pierre, à chaque poutre tordue, ils se battaient avec une férocité qui choquait les envahisseurs. Jeunes et vieux, hommes et femmes, tous s'unissaient pour la défense de la ville, la transformant en une forteresse de résilience. Des tireurs d'élite comme le légendaire Vassili Zaïtsev devinrent des fantômes dans les ruines, traquant leurs cibles avec une précision mortelle, sapant le moral allemand à chaque tir ajusté. L'épuisement était un compagnon constant. Les soldats, tant allemands que soviétiques, portèrent le poids écrasant de leurs équipements, de leurs armes et d'une peur qui rongeait l'âme. Les jours se transformaient en semaines, les semaines en mois, et la bataille semblait ne pas avoir de fin. Le froid glacial de l'hiver russe qui commençait déjà à sévir ajoutait une autre couche de souffrance. Des blessures horribles étaient courantes, et la chance d'être secourus diminuait chaque jour, beaucoup tombant dans les ruines, leur corps gelant avant de pouvoir être atteints. La perspective des combattants alternait entre l'attaque implacable et la défense désespérée. Les Allemands tentaient d'avancer, utilisant des grenades et des lance-flammes pour nettoyer les bâtiments, mais chaque conquête venait à un prix exorbitant. Les Soviétiques, de leur côté, se camouflaient dans des ruelles sombres, dans des caves humides, attendant le bon moment pour contre-attaquer, transformant chaque coin de rue en un piège mortel. Il n'y avait pas de trêve, pas de repos. La vie se résumait à se battre, à survivre, à tuer. L'impact humain de cette boucherie était immense. Les familles de Stalingrad, qui n'avaient pas pu ou voulu évacuer, vivaient une terreur constante. Cachées dans les décombres et les caves, elles étaient témoins de la destruction de leur foyer, du meurtre de leurs voisins, de la famine et de la maladie qui se propageait. Des enfants affamés pleuraient en silence. Des mères désespérées tentaient de protéger leurs enfants d'un enfer qui n'épargnait personne. La ville, autrefois pleine de vie, devenait un cimetière vivant, où chaque rue était une tombe et chaque immeuble un monument à la mort. Pour les soldats allemands, la résistance soviétique défiait toutes leurs attentes. Ce qui avait commencé comme une marche triomphale se transforma en un bourbier de sang et de glace. L'optimisme initial laissa place à un doute croissant, à une fatigue profonde et à la sensation qu'ils luttaient contre quelque chose d'indomptable. La résilience soviétique, la détermination à défendre chaque centimètre de la ville, était une force qu'ils n'avaient jamais rencontrée auparavant. Ce n'étaient pas seulement des chiffres, ce n'étaient pas seulement des soldats, c'étaient des gens qui se battaient pour leur vie, pour leur maison, pour leur nation. Chaque jour qui passait, la ville de Stalingrad était de plus en plus défigurée. Des immeubles entiers étaient pulvérisés, des ponts s'effondraient, des rues s'ouvraient en cratères. Le paysage urbain était méconnaissable, un témoignage silencieux de la brutalité du conflit. L'odeur de poudre et la fumée des incendies se mêlaient à l'air glacial, créant une atmosphère oppressante, presque apocalyptique. Le son de l'artillerie et l'écho des tirs de fusil se mélangeaient au hurlement du vent, un sombre chœur qui annonçait ce qui allait arriver. Et ce qui allait arriver serait encore pire. Pendant que les Allemands s'épuisaient dans les combats urbains, concentrés sur chaque mur, chaque escalier, sur chaque centimètre de Stalingrad, les radios bon marché soviétiques, celles-là même qui étaient un sujet de moquerie, continuaient à murmurer des ordres dans l'éther gelé, des ordres que peu d'Allemands pouvaient déchiffrer, mais qui coordonnaient une manœuvre gigantesque, un mouvement de tenaille qui était préparé méticuleusement. La tempête de neige et de glace qui fouettait les combattants n'était qu'un prélude à la tempête d'acier qui était sur le point de s'abattre sur eux. La confiance allemande, déjà ébranlée, était sur le point d'être pulvérisée par un piège qui se refermait lentement mais inexorablement, transformant le doute en désespoir absolu. Mais ce que les Allemands ne savaient pas, ou refusèrent de croire, c'est que la tempête d'acier avait déjà un nom, Opération Uranus. Le 19 novembre 1942, au milieu de la neige qui tombait et du hurlement du vent glacial, les radios bon marché soviétiques ne murmuraient plus, elles criaient des ordres qui, bien que dans une langue étrangère, allaient vite devenir la symphonie de la catastrophe
pour la $6 armée allemande. Soudain, les flancs, auparavant considérés comme sûrs car défendus par des alliés roumains et italiens moins bien équipés, s'effondrèrent sous l'attaque massive de chars et d'infanterie soviétique. Ce ne fut pas une attaque frontale, ce ne fut pas la bataille maison par maison qu'ils attendaient. Ce fut une manœuvre en tenaille, un coup chirurgical et brutal qui se refermait autour de Stalingrad, transformant la ville non en une conquête, mais en un piège mortel. Le choc fut accablant. Des soldats qui luttaient depuis des mois dans les ruines, concentrés sur l'ennemi en face, entendaient maintenant des récits terrifiants de leurs arrières en train d'être écrasés. L'avancée soviétique était rapide, implacable. En quelques jours, les deux bras de la tenaille se rejoignirent à Kalach sur le Don, à l'est de Stalingrad. 250 000 hommes, la 6e armée de Friedrich Paulus, ainsi que des unités de la 4e armée de Panzers, étaient complètement encerclés. La ligne de ravitaillement était coupée, le chemin vers l'arrière bloqué. Ce qui était autrefois une offensive ambitieuse était maintenant une poche de désespoir, un enfer gelé sans issue apparente. Pour les soldats allemands pris au piège dans l'encerclement, la réalité était un coup de poing dans l'estomac. L'optimisme forcé, la croyance en l'invincibilité, tout s'effondra face à la faim qui commençait à mordre l'estomac et au froid qui gelait les os. L'hiver russe, qui jusque-là semblait un ennemi lointain, devint le plus intime et cruel des bourreaux. Des températures chutant à 40 degrés négatifs transformaient le paysage en un désert blanc et mortel. Les tranchées, autrefois des abris précaires, se transformaient en tombes gelées, où les corps de ceux qui ne résistaient pas étaient recouverts par la neige, les transformant en statues de glace. La pénurie de ravitaillement était la réalité la plus brutale. La promesse de Hitler d'un corridor aérien qui réapprovisionnerait l'armée assiégée se révéla rapidement une illusion cruelle. Les quelques avions qui réussissaient à percer le blocus soviétique apportaient une infime fraction du nécessaire. Les rations devinrent des blagues macabres. Un morceau de pain, un peu de viande de cheval congelée, quand il y en avait. Les munitions étaient un luxe, et les équipements divers, tels que des manteaux lourds et des bottes appropriées, étaient pratiquement inexistants. Les soldats, beaucoup encore dans leurs uniformes d'été, s'enveloppaient dans de fines couvertures, des journaux ou n'importe quel chiffon qu'ils pouvaient trouver, tentant en vain d'éloigner le froid glacial qui pénétrait jusqu'à la moelle. La gangrène se propageait, et chaque jour plus d'hommes perdèrent des doigts, des pieds ou même la vie à cause du gel. Tandis que la faim et le froid rongèrent le corps, l'impact psychologique du piège désintégrait l'âme. La peur était constante, une présence oppressante qui s'infiltrait dans chaque pensée. La certitude de la défaite imminente planait comme un nuage sombre. Les soldats, autrefois fiers et confiants, se voyaient maintenant piégés, abandonnés, affrontant un ennemi qui semblait avoir planifié chaque mouvement avec une précision effrayante. Et l'ironie la plus amère de toutes, les radios bon marché soviétiques, qui étaient auparavant un sujet de moquerie, étaient maintenant écoutés par les Allemands. Non seulement le bourdonnement de l'électricité statique, mais la voix d'ordre clair, coordonnée, qui révélait l'étendue et la coordination d'un piège parfait. Ils pouvaient entendre les Russes communiquer, coordonner les attaques, resserrant encore plus l'encerclement, et à chaque transmission le désespoir s'approfondissait. La discipline, autrefois l'épine dorsale de la Wehrmacht, commença à se désintégrer. Face à l'adversité extrême, au froid implacable et à la faim insupportable, le moral s'effondra. Des récits de soldats désobéissant aux ordres, de petits groupes tentant de s'enfuir par eux-mêmes ou d'actes désespérés de pillage pour obtenir de la nourriture devinrent plus fréquents. Il n'y avait plus la gloire de la Blitzkrieg, seulement la lutte nue et crue pour la survie. La camaraderie qui forgeait des liens indestructibles sur le champ de bataille était testée à la limite et souvent succombait à la brutalité de la situation. Chaque jour qui passait à l'intérieur de la poche, l'espoir diminuait. L'hiver transformait les tranchées en tombes gelées, non seulement au sens figuré mais littéralement. Des corps empilés, congelés dans la neige, étaient une vue courante, un rappel constant du destin qui attendait tout le monde. La fumée des petits feux, faits avec n'importe quel matériau inflammable, montait vers le ciel, un faible signe de vie au milieu de la désolation. Le son de l'artillerie soviétique était implacable, et chaque explosion résonnait non seulement dans les ruines, mais dans l'esprit des hommes, un tambourinement incessant qui annonçait l'approche de la fin. Ils étaient acculés, sans issue, et la tempête d'acier et de glace qui les entourait ne faisait que commencer à montrer sa véritable fureur.
Mais la fureur qui s'annonçait n'était pas seulement un prélude. C'était l'intensification d'un martyre quotidien, une torture lente et inexorable qui rongeait la chair et l'âme. À l'intérieur de la poche de Stalingrad, les jours s'étiraient en une succession monotone de froid paralysant, de faim lancinante et de terreur constante. Le paysage était d'un blanc immaculé, mais sous la neige, le sol était un cimetière improvisé, où des milliers de corps gisaient gelés, attendant un enterrement qui ne viendrait jamais. L'air, autrefois chargé de poussière et de poudre, sentait maintenant la mort, la maladie et le désespoir d'hommes qui se transformaient lentement en spectres. L'hygiène était un luxe oublié. Avec l'eau gelée et sans condition pour un chauffage adéquat, les poux et les maladies se propageaient comme un fléau silencieux, décimant les troupes plus efficacement que les balles soviétiques. La dysenterie, le typhus et la gangrène étaient aussi courants que la faim. Les hôpitaux de campagne, improvisés dans des caves humides et sombres, étaient surpeuplés de blessés et de malades, beaucoup sans espoir de guérison. Les médecins, épuisés et sans ressources, faisaient ce qu'ils pouvaient avec le peu qu'ils avaient, devant souvent choisir qui sauver et qui laisser mourir. Le cri étouffé d'un soldat amputé sans anesthésie résonnait dans les couloirs improvisés, se mêlant aux gémissements des mourants. La nourriture était une obsession, une pensée constante, qui consommait toute énergie restante. Les rations étaient dérisoires, à peine suffisantes pour maintenir un homme en vie pendant quelques heures de plus. Les rations de pain, quand elles arrivaient, étaient mélangées à de la sueur. La viande de cheval, auparavant impensable, devint la dernière et la plus convoitée source de protéines. Des récits de soldats mangeant de la graisse d'armes, du cuir de bottes, et même les restes de rongeurs devinrent des légendes sombres qui circulaient entre les tranchées, un témoignage du niveau de désespoir. Chaque jour, la force physique diminuait, la capacité de se battre s'évanouissait, et la volonté de vivre était testée à la limite. Les radios bon marché soviétiques, qui étaient auparavant une source de rire, transmettaient maintenant non seulement des ordres, mais une guerre psychologique implacable. Des haut-parleurs étaient positionnés sur la ligne de front, jouant des chansons folkloriques russes entrecoupées du tic-tac d'une horloge, annonçant le temps restant avant la reddition. Toutes les 7 secondes, un soldat allemand meurt à Stalingrad, disaient les voix en russe, traduites par certains qui comprenaient la langue, ou simplement comprises par la mélodie funèbre du temps qui s'écoulait. Ces transmissions s'infiltraient dans l'esprit des Allemands, sapant le moral, renforçant l'idée qu'ils étaient seuls, oubliés et condamnés. La discipline, autrefois la marque de fabrique de la Wehrmacht, était en lambeaux. L'obéissance aveugle faisait place à l'insubordination passive, à de petits actes de défi qui, additionnés, désintégraient l'ordre. Les officiers tentaient de maintenir la ligne, mais l'autorité s'évanouissait face à la faim et au froid. De petits groupes de soldats, désespérés, tentèrent de s'enfuir par eux-mêmes, cherchant une issue qui n'existait pas, seulement pour être abattus par la garde soviétique ou pour succomber au froid de la steppe. La camaraderie, forgée dans la chaleur de la bataille, était maintenant mise à l'épreuve par la brutalité de la survie. Beaucoup refusaient de partager le peu qu'ils avaient, tandis que d'autres, dans des actes de désespoir, volaient leurs propres compagnons. La tension psychologique était insupportable. Les yeux de nombreux soldats reflétaient un mélange d'épuisement, de terreur et d'une résignation morbide. Ils voyaient leurs amis et camarades tomber non seulement sous les balles, mais à cause de la faim et du gel. L'hiver transformait chaque tranchée, chaque trou dans la neige, en une tombe glacée. Les espoirs d'un sauvetage, d'un pont aérien efficace ou d'une contre-attaque qui briserait l'encerclement diminuaient chaque jour. La promesse de Hitler selon laquelle la 6e armée serait réapprovisionnée et libérée sonnait de plus en plus comme un mensonge cruel, un écho lointain d'une réalité qui n'existait plus. Au sein du commandement allemand dans la poche, la frustration et le désespoir étaient impalpables. Le général Paulus, pris entre les ordres inflexibles de Hitler de tenir la position à tout prix et la réalité brutale sur le terrain, était confronté à une décision impossible. Ses généraux et officiers les plus proches réclamaient une tentative d'évasion, une percée désespérée qui pourrait sauver au moins une partie de leurs troupes. Mais Hitler, à Berlin, loin de la neige et de la souffrance, était irréductible. Stalingrad devait être tenu. À chaque demande de permission pour une retraite tactique, la réponse était un non catégorique, un ordre de se battre jusqu'au dernier homme. Pendant ce temps, l'opération Uranus continuait de se consolider.
Les forces soviétiques non seulement avaient encerclé l'armée allemande, mais elles resserraient systématiquement l'étau, bombardant les positions allemandes sans trêve. L'artillerie, qui semblait auparavant un son distant, tombait maintenant avec une précision mortelle sur les ruines, transformant ce qui restait des immeubles en tas de décombres. Les rafales de mitrailleuses balayaient les lignes allemandes, et les attaques d'infanterie soviétique, bien que repoussées à grands frais, étaient incessantes. À chaque avancée soviétique, le territoire allemand à l'intérieur de la poche diminuait, et la densité d'hommes acculés augmentait, les rendant des cibles encore plus faciles. Le sentiment d'isolement était écrasant. Ils étaient dans un monde à part, un enfer gelé, où le temps semblait s'être arrêté. Les communications avec l'extérieur étaient sporadiques et difficiles, et les nouvelles qui arrivaient étaient toujours de malheur et de désespoir. La tempête d'acier et de glace qui les entourait ne montrait aucun signe de diminution, mais plutôt d'augmentation de sa fureur, promettant une fin qui semblait inévitable pour tous ceux qui étaient là. À chaque aube, les soldats se demandaient si ce serait la dernière, si la fumée de leur petit feu serait le dernier signe de vie que le vaste et implacable hiver russe verrait d'eux. Mais cette question silencieuse, répétée à chaque aube glaciale, allait bientôt trouver une réponse brutale. L'espoir, aussi fragile soit-il, existait encore dans certains cœurs allemands, alimentés par la promesse de sauvetage. Ils croyaient que le Reich ne les abandonnerait pas. Et en effet, un effort désespéré fut fait. Le 12 décembre 1942, le général Erich von Manstein lança l'opération Tempête d'hiver, Wintergewitter, une tentative audacieuse de briser l'encerclement et de libérer la $6 armée. Des chars et de l'infanterie allemand, venant du sud-ouest, avancèrent avec une fureur renouvelée, cherchant une ligne de vie pour leurs camarades pris au piège dans l'enfer gelé. La nouvelle de l'offensive, transmise par des radios qui étaient maintenant la seule liaison avec le monde extérieur, ralluma une flamme moribonde d'espoir à l'intérieur de la poche. Seraient-ils enfin sauvés? Le front extérieur, cependant, était un champ de bataille aussi cruel que l'intérieur. Les troupes de Manstein firent face à une résistance soviétique féroce, organisée et déterminée. La neige, qui semblait auparavant un ennemi passif, se transforma maintenant en un obstacle infranchissable, embourbant les véhicules et épuisant les hommes. Le froid, ce froid assassin, fouettait chaque soldat, gelant les moteurs et transformant chaque mouvement en un tourment. Pour les soldats à l'intérieur de la poche, l'anxiété était presque insupportable. Ils pouvaient entendre le grondement lointain de l'artillerie, un son qui leur disait que l'aide était proche, mais douloureusement hors de portée. À chaque kilomètre que les forces de Manstein tentaient d'avancer, plus de vies étaient perdues, plus de ressources étaient consommées. Finalement, la distance de seulement 48 kilomètres qui séparait les deux armées se révéla un abîme infranchissable. Les ordres de Hitler, inflexibles comme toujours, interdisaient à Paulus de tenter une évasion, de faire le mouvement qui aurait pu sauver des milliers d'hommes. Maintenez la position, était la sentence, résonnant par les radios, scellant le destin d'une armée entière. Le général Paulus, pris entre la loyauté envers son Führer et la vision de l'anéantissement de ses hommes, était face à un dilemme qui ferait s'effondrer n'importe quel leader. Ses généraux les plus proches imploraient une décision, un ordre de briser l'encerclement, de tenter leur chance contre les lignes soviétiques. Mais l'ordre de Berlin était clair, non négociable. Chaque jour qui passait, l'espoir se désintégrait, et la réalité de la reddition ou de la mort devenait plus évidente. L'opération Tempête d'hiver échoua, et avec elle, la dernière étincelle de salut s'éteignit. La $6 armée était seule, complètement seule. Et alors, les radios bon marché soviétiques, celles qui étaient auparavant un sujet de plaisanterie, commencèrent à transmettre une nouvelle symphonie de terreur. L'opération Koltso, Anneau, l'offensive finale pour écraser la poche de Stalingrad, avait commencé le 10 janvier 1943. Le bombardement soviétique était incessant, avec des milliers de pièces d'artillerie déversant une pluie de feu et d'acier sur les ruines de la ville. Le son était un rugissement continu, un tremblement qui secouait la terre et les nerfs de chaque soldat allemand. Des immeubles qui avaient résisté à des mois de combat s'effondraient, finalement en nuages de poussière et de glace, emportant avec eux les hommes qui s'abritaient dans leurs caves. L'encerclement soviétique se resserrait à chaque heure. Le périmètre allemand diminuait, et la densité d'hommes et d'équipements devenait insoutenable. Il n'y avait nulle part où aller, nulle part où courir. Les soldats titubaient dans la neige, laissant des traces de sang sur le blanc immaculé,
beaucoup blessés, d'autres épuisés, tous affamés et gelés. La discipline, déjà fragile, se désintégra complètement. De petits groupes d'hommes, dans des actes de désespoir, tentaient de se rendre, mais beaucoup étaient abattus avant qu'ils ne puissent signaler leurs intentions. Le chaos et le désordre étaient la nouvelle norme. Le contraste était brutal. L'arrogance initiale de la Blitzkrieg, la croyance en la victoire rapide et en la supériorité technologique, s'était transformée en un désespoir final, en une annihilation lente et agonisante. Les soldats qui marchèrent confiants vers l'Est se traînaient maintenant, fantômes en uniforme déchiré attendant la fin inévitable. L'odeur de poudre, de sang et de mort était plus intense que jamais, se mêlant au souffle glacial de l'hiver. Le 30 janvier 1943, pour le 10e anniversaire de l'ascension de Hitler au pouvoir, le général Paulus fut promu maréchal de camp, général-feldmarschall. Une promotion qui venait avec un message clair et morbide. Aucun maréchal de camp allemand ne s'était jamais rendu. L'attente était qu'il se batte jusqu'à la mort, peut-être même qu'il se suicide. Mais Paulus, voyant l'inutilité de plus d'effusion de sang et la souffrance agonisante de ces hommes, prit une décision qui défierait les ordres du Führer. Le 31 janvier 1943, le général Paulus et son état-major se rendirent aux forces soviétiques dans la cave du grand magasin GUM à Stalingrad. La nouvelle se propagea comme un choc électrique, d'abord parmi les soviétiques, puis, avec horreur, parmi les Allemands. La reddition d'un maréchal de camp allemand et d'une armée entière était quelque chose d'impensable, une humiliation sans précédent. Dans les jours qui suivirent, les poches restantes de résistance allemande furent écrasées. Le 2 février 1943, les derniers foyers de résistance cessèrent. La bataille de Stalingrad était arrivée à sa fin. Le coût humain était colossal, plus de 800 000 soldats de l'Axe et environ 1,1 million de Soviétiques furent tués, blessés ou capturés. Sur les quelques 250 000 hommes de la Sissevola, armée encerclée, seulement environ 91 000 survécurent pour être faits prisonniers. Ce qui les attendait, cependant, était un destin presque aussi cruel que la bataille. Ce jour marqua la fin de l'une des batailles les plus sanglantes et décisives de l'histoire, un tournant brutal dans la Seconde Guerre mondiale. La tempête d'acier et de glace avait finalement passé, mais elle laissa derrière elle une trace indélébile de destruction et de souffrance qui résonnerait pendant des générations. Mais le passage de la tempête ne signifia pas la fin de la souffrance, surtout pour les quelques 91 000 soldats allemands qui survécurent pour se rendre. Pour eux, le cauchemar ne faisait que commencer. Ils marchèrent vers la captivité soviétique, un voyage brutal et inhumain qui s'étendrait sur des milliers de kilomètres, vers les camps de travail forcés en Sibérie. C'était un destin presque aussi implacable que la bataille elle-même. La vision de ces hommes, autrefois fiers et confiants, maintenant réduits à des loques humaines, se traînant dans la neige, le corps et l'esprit brisés par la faim, le froid et l'épuisement, était un spectacle de désespoir. Beaucoup tombaient en chemin, leurs corps gelés rapidement avalés par l'immensité blanche et indifférente de la steppe. Le taux de mortalité dans les camps de prisonniers était extrêmement élevé, une conséquence directe de la malnutrition, des maladies et du travail forcé dans des conditions inhumaines. Sur les 91 000 prisonniers, moins de 6 000 reviendraient chez eux, de nombreuses années plus tard, marqués à jamais par les cicatrices physiques et psychologiques de cet enfer gelé. La Sibérie devint le tombeau d'une armée entière, un sombre rappel de l'arrogance et de l'inhumanité de la guerre. Les rares qui réussirent à revenir portaient avec eux un traumatisme psychologique indicible. C'étaient des fantômes d'hommes, hantés par les images de camarades gelants, de faim extrême et de la brutalité de la vie dans les camps. Leurs histoires, souvent racontées à voix basse, étaient un témoignage de la capacité humaine à supporter l'insupportable, mais aussi du prix dévastateur de la guerre. Les villes allemandes, également en ruine, étaient un reflet de ce qu'était devenu Stalingrad, et les cicatrices sur la terre et l'âme du peuple résonnaient de la fureur de ce conflit épique. La bataille de Stalingrad, avec son dénouement dramatique, a offert des leçons historiques qui résonnent encore aujourd'hui. La première et la plus frappante fut le danger de l'arrogance militaire. La Wehrmacht, considérée comme invincible, sous-estima non seulement la capacité de résistance soviétique, mais aussi la férocité de l'hiver russe et la résilience d'un peuple luttant pour sa survie. La croyance en la supériorité technologique et tactique aveugla les dirigeants allemands
face à la réalité brutale du champ de bataille et à la capacité de l'ennemi à s'adapter et à contre-attaquer. Ce n'était pas seulement une question d'équipement bon marché contre sophistiqué, c'était une question de volonté indomptable et d'une organisation stratégique qui se révéla fatale. Une autre leçon cruciale fut l'importance de la logistique. L'échec du pont aérien promis par Hitler, l'incapacité de ravitailler adéquatement une armée de centaines de milliers d'hommes au milieu d'un encerclement et d'un hiver rigoureux, fut un facteur déterminant dans la défaite. Sans nourriture, munitions, vêtements d'hiver et carburant, même l'armée la mieux entraînée et équipée devient vulnérable. La steppe russe, avec ses distances immenses et ses routes précaires, se transforma en un cimetière logistique pour la Wehrmacht, un ennemi silencieux mais implacable. Et bien sûr le rôle dévastateur de l'hiver russe. Ce n'était pas la première fois que le général Hiver s'alliait aux forces russes, mais à Stalingrad, il se manifesta avec une cruauté sans précédent. Le froid glacial, la neige incessante et les tempêtes de neige non seulement paralysèrent les opérations allemandes, mais sapèrent également le moral et la capacité physique des soldats, les transformant en cibles faciles pour les maladies et l'ennemi. Cet hiver n'était pas seulement une condition climatique, c'était une arme de destruction massive. D'un autre côté, Stalingrad a souligné la résilience humaine et la capacité d'organisation soviétique. Malgré les pertes astronomiques et les apparents désavantages technologiques, l'Union soviétique démontra une capacité surprenante à mobiliser des ressources, à coordonner des opérations complexes, comme l'opération Uranus, et à inspirer ses soldats à se battre avec une détermination féroce. Les radios bon marché, auparavant un sujet de moquerie, furent la voie d'une coordination impeccable, qui renversa le cours de la guerre. Ce fut la preuve que la volonté de se battre et l'intelligence stratégique pouvaient surmonter la supériorité matérielle, changeant le jeu de manière décisive. La bataille de Stalingrad ne fut pas seulement une bataille, ce fut le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Avant elle, l'initiative était à l'Allemagne, qui avançait inarrêtable. Après elle, l'initiative passa aux mains des Soviétiques, qui entamèrent une contre-offensive implacable qui ne s'arrêterait qu'à Berlin. La défaite à Stalingrad brisa le mythe de l'invincibilité de la Wehrmacht et ébranla la confiance du commandement allemand et de Hitler lui-même. Ce fut un coup moral et stratégique dont l'Allemagne ne se remettrait jamais. Le sacrifice de Stalingrad, le sang versé dans la neige, le courage et la brutalité des deux côtés, tout cela a gravé la ville dans la mémoire collective de l'humanité. L'héritage durable de Stalingrad peut être vu dans des mémoriaux imposants, comme la statue « La mère patrie vous appelle » à Volgograd, ancienne Stalingrad, qui se dresse comme un témoignage silencieux de la fureur et du sacrifice. D'innombrables livres, films et documentaires tentent de capturer la magnitude de l'événement, perpétuant les histoires d'héroïsme et d'horreur. Les histoires orales des rares vétérans qui ont survécu servent de rappel vif et personnel de ce que signifiait vivre et se battre dans cet enfer. Les cicatrices restent sur la terre et l'âme du peuple, un témoignage silencieux de la fureur de la guerre et de la capacité humaine à résister, et parfois à surmonter l'adversité la plus brutale. Stalingrad, par conséquent, transcende la simple géographie ou la chronologie militaire. Elle se dresse comme un monument à la brutalité inégalée de la guerre, mais paradoxalement aussi au courage indomptable de l'esprit humain. C'est un symbole éternel du revirement inattendu, de la manière dont l'arrogance peut aveugler et comment la persistance peut redéfinir le cours de l'histoire. Chaque ruine de cette ville dévastée fait écho à un cri contre la folie du conflit, et le sang qui a souillé la neige sert de rappel vivant du prix exorbitant de l'orgueil. Mais au milieu de toute cette destruction, il y a des leçons profondes à tirer sur la capacité d'adaptation, la force de la stratégie et la résilience qui surgit là où l'on s'y attend le moins. Ce fut là, dans cet enfer gelé, que les radios bon marché, soviétiques, autrefois sujets de moquerie, se transformèrent en la voie d'une coordination impeccable qui orchestra la plus dévastatrice des tempêtes, renversant le cours d'une guerre mondiale. Si ce voyage dans le passé vous a tenu en haleine du début à la fin, et si vous avez compris la dimension de ce qui s'est passé à Stalingrad, alors n'oubliez pas de laisser votre like, de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires épiques. Nous aimerions beaucoup avoir votre avis. Quelle autre bataille ou événement historique aimeriez-vous que nous explorions ici? Laissez votre commentaire.
Votre participation est ce qui alimente notre voyage continu à travers les annales du temps. À la prochaine, les amis.